Bienvenue dans Le Monde, dans tous ces États sur France 24. Argentine, Salvador, Chili, et puis tout dernièrement la Colombie et puis le Pérou. Ces dernières semaines, ces derniers mois, l'un après l'autre, tous ces pays ont basculé à droite, voire à l'extrême droite. Un mouvement de droitisation qui semble faire tache d'huile sur fond de rejet des élites, de volonté de s'aligner sur la position du puissant allié américain, de rejet des migrants, bouc émissaire de la colère populaire. Une dynamique continentale qui peut étonner quand on sait que certains de ces pays d'Amérique du Sud ont déjà connu des régimes autoritaires, souvent sanglants, meurtriers. Alors les Sud-Américains ont-ils oublié l'histoire? Sur quels éléments se fonde cette droitisation quasi généralisée? Y a-t-il des îlots de résistance? Autant de questions auxquelles nous allons tenter de répondre avec votre aide, Jean-Jacques Kurlianski. Vous êtes chercheur à la Fondation Jean Jaurès, directeur de l'Observatoire de l'Amérique latine et des Caraïbes. Vous avez justement coordonné un rapport intitulé « Extrême droite en Amérique latine ». Mais d'abord, retour sur la toute dernière illustration de cette montée de la droite en Amérique du Sud avec la victoire de Keiko Fujimori au Pérou. La fille de l'ancien dictateur Alberto Fujimori a remporté la présidentielle, une victoire sur le fil de fond de son rival de gauche. Récit signé Léo Péchard. Après 3 élections présidentielles sans succès, Keiko Fujimori accède enfin à la magistrature suprême. Sa campagne, axée sur l'ordre, semble avoir fonctionné auprès des Péruviens. Notre pays s'apprête à relever 2 défis majeurs. Le premier consiste à résoudre le problème de la délinquance et de la criminalité. Le second est lié à l'intensification des alertes concernant l'arrivée possible du phénomène El Niño, ce qui nous oblige également à mettre l'accent sur les efforts de prévention de la criminalité. Keiko Fujimori connaît bien le pouvoir. C'est la fille de l'ancien président controversé Alberto Fujimori, dont elle a également été la première dame après le divorce de ses parents. S'il a maîtrisé l'inflation dans les années 1990, l'ancien chef d'État, aujourd'hui décédé, a été condamné par la suite pour corruption et crimes contre l'humanité. Sa fille, lui, est en tout cas toujours restée fidèle. Le succès de Keiko Fujimori confirme un virage en Amérique du Sud. Colombie, Chili, Salvador ou encore Argentine, la droite et l'extrême droite enchaînent les victoires électorales pays après pays. Une vague fortement encouragée par le président américain Donald Trump. Tous ces nouveaux chefs d'État se rejoignent sur des thèmes similaires, la lutte contre la gauche, la dérégulation de l'État et l'utilisation de la manière forte pour lutter contre l'insécurité et la criminalité. Jean-Jacques Kurlianski, la 4e fois a donc été la bonne pour Keiko Fujimori, qui l'a emporté sur le fil. Quels enseignements est-ce qu'il faut retenir de ce scrutin extrêmement serré? On va le rappeler, seulement 50 000 voix d'écart. La polarisation, c'est un phénomène qu'on retrouve dans d'autres pays d'Amérique latine. Et le constat que l'on peut faire, c'est qu'il y a une radicalisation des électorats, et ce qui rend ces pays de plus en plus ingouvernables. Donc vous allez avoir un bloc de la présidente Fujimori qui va appliquer une politique économique néolibérale, mais c'était déjà le cas, il ne faut pas l'oublier, le Pérou a une situation très particulière, il va s'aligner sur les États-Unis, mais c'était déjà le cas, au mois de mars, le gouvernement transitoire avait signé un accord permettant aux États-Unis de construire une base militaire au nord de Lima, et il y a de l'autre côté un bloc de gauche avec une particularité au Pérou, les électeurs de gauche sont des électeurs d'origine plutôt indienne, autochtone, dans la montagne, alors que Keiko Fujimori est la candidate de Lima et des électeurs de la côte. Keiko Fujimori estime que la gauche mène au chaos. Le tigre, lui, veut carrément étriper la gauche dans son pays. Le tigre, surnom que se donne Abelardo de la Espriella, le nouveau chef d'État de la Colombie. Lui aussi est arrivé au pouvoir grâce à une courte victoire. Portrait de celui qu'on appelle aussi parfois le Trump colombien avec Marion Meyer. Il a cassé les codes des meetings de campagne pour en faire de véritables shows. Colombie, voici ton tigre qui rugit et qui mord. Abelardo de la Espriella, surnommé le Tigre, a enchaîné pendant des semaines les rassemblements spectaculaires. Sur scène, il multiplie les appels à Dieu. Vous, comme moi, croyez-vous en Dieu? Bienvenue dans l'extrême cohérence.
Né à Bogota il y a 47 ans, De la Espriella a grandi près de la côte Caraïbe. Il s'est fait connaître comme avocat pénaliste en défendant paramilitaires et narcotrafiquants. Ces 15 dernières années, il a vécu à Miami et en Italie, mais affirme être entré en campagne avec son mouvement défenseur de la patrie pour sauver la Colombie de la gauche. Représentant de la droite dure, ultra-conservateur sur le plan social et économiquement libéral, il ambitionne de réduire de 40% l'appareil d'État. Son programme, axé sur la sécurité, prévoit de construire 10 mégaprisons, de bombarder les camps de narcotrafiquants et reprendre les épandages de glyphosate à grande échelle sur les cultures de coca. Alors votre commentaire, Jean-Jacques Kourlianski, l'arrivée de la Espriella, c'est aussi l'échec de Gustavo Petro, le premier président de gauche en Colombie. Pourquoi cette greffe de la gauche, ça n'a pas pris en Colombie? Alors son gros échec, c'est la politique de la paix à tout prix, la paix totale. Ça n'a pas marché. Il lui a certainement manqué une structure, un plan. C'était plutôt une intention. Et ensuite, il n'avait pas de majorité au Parlement pour faire passer un certain nombre de réformes sociales. Pour le reste, la situation économique de la Colombie, c'est assez paradoxal, 3% de croissance, la pauvreté réduite de 23%, mais De la Espriella a suivi le modèle Milei. Donc pour gagner l'élection, il a fait la performance comme un artiste, il a fait le spectacle. Il a également retrouvé Dieu. Alors qu'il y a quelques années, il s'était déclaré athée militant. Donc c'est un candidat qui a été fabriqué par les médias qui lui étaient proches, par une méthode de campagne électorale copiée sur le président argentin Milei, et l'annonce, comme au Pérou, de mesures sécuritaires qu'il est allé chercher chez son voisin salvadorien Nayib Bukele. Donc il a annoncé la construction de 10 méga-prisons, la suspension de toute forme de dialogue avec les groupes délinquants, et un nationalisme qui pose problème. Il a 3 passeports. Il a le passeport colombien, le passeport italien et le passeport des États-Unis, ce dernier étant le plus problématique dans la mesure où il suppose qu'on jure fidélité, une fidélité exclusive au gouvernement et à l'État des États-Unis. Alors, Abelardo de la Espriella compte réduire le budget de l'État de 40%. Quel impact ça peut avoir sur les infrastructures, sur les services publics ? Ça, c'est le dada de tous les présidents élus d'extrême droite. Il a un calcul. Bon, je vais libérer les forces productives. Donc, ils vont créer des emplois, ils vont créer de la croissance et ils vont faire rentrer de l'argent dans les caisses de l'État. Donc, par exemple, il a annoncé que toutes les décisions de protection en matière écologique étaient suspendues, étaient même supprimées, et qu'il allait la Colombie allait revenir dans l'exploitation du pétrole, du charbon, du gaz et même avec le fractionnement hydraulique, la recherche de pétrole par fractionnement hydraulique. Alors, vous avez parlé de la proximité idéologique entre De la Espriella et Javier Milei. La réduction de la dépense publique, c'est aussi le cheval de bataille du président argentin. On va en parler avec Dalila Gomri. Dalila, élu en 2023, le président de l'Argentine s'est illustré avec un style très spectaculaire. Ah oui, c'est le Donald Trump argentin, si je puis dire. C'est la copie conforme du président américain. Tout comme Trump, c'est un conservateur populiste et excentrique. Les deux hommes partagent la même idéologie. Et comme Trump, c'est un outsider que personne n'a vu venir. Comme Trump aussi, il dit et fait ce qu'il a fait comme promesse. Il se définit comme un ultra-libéral, voire un libertarien, c'est-à-dire qu'il est prêt à détruire l'État au nom de la liberté. Sa priorité, on l'aura compris, c'est l'économie. Il s'est dit prêt à tailler à la tronçonneuse dans les dépenses publiques pour aussi baisser l'inflation et en finir avec l'intervention de l'État. 2 ans après son arrivée au pouvoir, la croissance est à 4,4%, l'inflation se réduit et le président argentin a baissé de 30% les dépenses publiques. Mais à quel prix? Il a notamment supprimé 300 000 emplois, 13 ministères sur 18. Il a dévalué le pesos et gelé les pensions de retraite. Cette austérité budgétaire drastique empêche une reprise de la consommation des ménages. Beaucoup de ménages argentins sont
endettés et la situation risque de s'aggraver avec la mise en place de nouvelles réformes sur le travail et sur la fiscalité. Merci Dalila, mais vous restez avec nous Dalila, on reviendra avec vous sur un autre pays dans un instant. Avant d'aborder le bilan de Javier Milei, un mot de l'actualité en Argentine, Jean-Jacques Koriansky. Cette semaine a été marquée par la démission d'un certain Manuel Adorni. C'était le chef de cabinet du président, son porte-parole, fidèle parmi les fidèles. Manuel Adorni était accusé de corruption. Est-ce que ce fait politique peut avoir un impact sur l'action et ou sur l'image de Javier Milei? En théorie, oui. Le président Milei lui-même est mêlé à une sombre affaire de trafic de crypto-monnaies depuis quelques mois. Mais en Argentine, comme dans beaucoup de pays, les électeurs pardonnent beaucoup en matière de corruption à leurs dirigeants lorsqu'ils sont à droite et ils sont sans pitié lorsqu'ils sont à gauche. Il y a souvent derrière le comportement de l'électorat ou d'une partie de l'électorat. Après tout, il sait gagner de l'argent pour lui, il saura en faire gagner, il y aura des retombées sur tout le monde. Pourquoi pas l'essayer dans la mesure où les autres ont échoué, ce qui est le cas en Argentine. Il y avait eu, Milei est arrivé après l'échec de Kirchner, après l'échec du libéral Macri, et après l'échec du libéral Kirchner et du candidat Massa. Donc c'est un peu... Il est là... porté par ce courant-là, d'autant plus qu'il n'a pas vraiment d'opposition pour l'instant en ce moment. Et 2 ans et demi après son élection, votre commentaire sur le bilan économique et social de Javier Milei? C'est un bilan, comme votre reportage le montrait bien, qui est à 2 volets. Donc il a une différence avec Trump importante. Moins d'États aux États-Unis, moins d'États en Argentine, mais Trump, droit de douane, Milei, j'ouvre tout. D'accord. Il y a quand même une grande différence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la division internationale du travail, l'Argentine est compétitive si elle exporte des matières premières brutes, du lithium, du gaz, du pétrole, du soja. En revanche, tout le secteur industriel a été sacrifié. Donc le secteur primaire profite, c'est lui qui tire la croissance, mais il crée peu d'emplois. Et les secteurs travaux publics, industrie sont en train de se casser la figure. D'un mot, l'an dernier, l'Argentine a durci le ton sur sa politique migratoire. L'Argentine, c'est traditionnellement une terre d'immigration, mais cette page-là, elle est totalement tournée? Bon, c'est-à-dire que là, il y a un effet de proximité avec les amis politiques. L'Argentine a été une terre de migrants. La moitié de la population, ce sont des personnes d'origine italienne. Mais elle n'est plus aujourd'hui. Au contraire, elle envoie des migrants à l'étranger. Mais l'un des principaux amis de Milei, c'est le président chilien Cast, qui, lui, a reçu des centaines de milliers de migrants. Donc... il est ami également, Milei, de l'extrême droite espagnole depuis très longtemps, qui mène une campagne anti-migrants. Donc il se met au diapason de ses amis. Alors, vous l'avez évoqué, l'Argentine de Javier Milei n'est pas la seule à avoir serré la vis sur l'immigration. Au Chili, justement, 5 jours après son investiture, en mai dernier, le président José Antonio Cast se rendait à la frontière avec le Pérou pour inaugurer son plan bouclier frontalier. Première étape, le creusement de vastes tranchées de 3 mètres de profondeur dans le désert. Objectif, faire obstacle justement aux migrants. Extrait d'un de nos focus consacrés à cette question et réalisé par Martin Chabal et Agathe Fourcade. Ustedes me dicen que han llegado ayer, ¿verdad? A Tani. Que hoy día han intentado cruzar y les han devuelto. À quelques kilomètres du Chili, dans ce centre d'accueil, les témoignages comme celui-ci sont de plus en plus fréquents. ¿Ustedes tienen familia allá? Sí, pero no regularizada. Cette famille colombienne, dont vous ne verrez pas le visage pour sa protection, voulait se rendre au Chili. Ils ont fui la violence des bandes criminelles dans leur pays. Les déclarations anti-migrants du nouveau président chilien José Antonio Cast ne les ont pas découragés. On avait bien vu à la télé qu'il y avait eu un changement de président, mais on ne savait pas personnellement comment ça s'est passé là-bas, parce que depuis des années, le Chili a toujours été une bonne destination. Mais cette fois, ils ont été stoppés net. Au poste frontière chilien, l'accueil a été brutal sans d'autres raisons que leur nationalité, selon eux. Dès qu'on a remis nos papiers d'identité à l'agent de la police des frontières, il a complètement changé d'attitude. Il est devenu arrogant. Sa première question, c'était « Vous venez faire quoi ici? On ne vous croit pas ». Depuis son élection, José Antonio Cast a mis en place une politique migratoire radicale.
Construction d'un mur anti-migrants, tranchées, patrouilles renforcées à la frontière. Un dispositif inspiré par celui de Donald Trump. Son objectif, expulser tous les réfugiés en situation irrégulière. Alors ça, c'était une illustration spécifique, mais comment est-ce qu'on explique cette obsession pour la migration qui occupe les droites sud-américaines? Bon, le Chili, en 2010, il y avait moins de 1% de migrants. Aujourd'hui, c'est à 2 chiffres. Il y a des centaines de milliers de Vénézuéliens qui sont arrivés en 5-6 ans. Quelques centaines de milliers de Haïtiens, des Péruviens, des Boliviens. Ça a été un véritable choc pour la population qui n'était pas du tout préparée, ni pour les gouvernements, qui n'étaient pas du tout préparés à cet afflux. Et donc, aux élections, celles-ci comme aux précédentes, on a constaté dans la région frontalière, au nord du Chili, comme dans les villes, en particulier à Santiago, qu'il y avait un électorat qui commençait à grogner, et l'extrême droite en a profité en assimilant, comme dans beaucoup de régions du monde, pas simplement au Chili ou en Amérique latine, les migrants à l'arrivée de maladies. Bon, je vous renvoie au discours de Trump, la délinquance, les viols, etc. Et ça a pris parce que, bon, effectivement, pour la plupart des Chiliens, se trouver au contact, en particulier de Haïtiens, c'était un choc migratoire visible, culturel. Il a fallu, par exemple, que l'hôpital central de Santiago du Chili recrute des interprètes en créole, et ainsi de suite. Donc, l'extrême droite chilienne, Cast en particulier, a bénéficié de cet événement qu'il a instrumentalisé avec des arguments d'extrême droite. Alors, moins d'État, plus de sécurité, moins d'impôts, ce sont des slogans qui font figure de points communs entre tous les dirigeants dont nous avons parlé, des slogans qui font écho à l'idéologie prônée depuis la Maison-Blanche, la preuve que le Trumpisme fait des émules presque partout sur le sous-continent. À Washington, Mathieu Mabin. À Washington, ce virage à droite est accueilli avec satisfaction, vous vous en doutez, en tout cas par l'administration Trump, évidemment, même si, et c'est important, la Maison-Blanche évite de parler de victoire idéologique à proprement parler. Officiellement, c'est le choix démocratique des électeurs latino-américains, tout simplement, mais politiquement, c'est évidemment une bonne nouvelle pour Donald Trump. Argentine, Chili, Colombie, Pérou maintenant, ces nouveaux dirigeants, ou ces nouvelles dynamiques en tout cas, des dynamiques de droite bien sûr, parlent davantage le langage de Washington, c'est certain. Immigration, sécurité, lutte contre les cartels, méfiance envers la gauche radicale également, parfois climato-sceptique également, mais assumé, il y a une vraie proximité, c'est incontestable, mais il faut éviter une lecture trop américaine néanmoins. Ce virage vient d'abord des crises locales, inflation, insécurité, rejet des sortants, fatigue sociale globalement. Et surtout, ces pays ne reviennent pas simplement dans le giron américain. Ils veulent l'appui de Washington sur la sécurité, c'est sûr, mais ils gardent les investissements chinois. Donc, oui, Trump y voit une fenêtre d'influence, mais l'Amérique latine ne se réaligne pas, en tout cas pas encore. En ce moment, elle négocie, tout simplement. Jean-Jacques Korlianski, c'est là qu'on parle de la doctrine Donroe, doctrine théorisée par le patron de la Maison-Blanche. Ça consiste en quoi exactement cette doctrine Donroe ? Bon, en novembre 2025, Trump a sorti sa feuille de route internationale. À la surprise générale, la région du monde qui occupait le plus de place dans ce document, c'est l'Amérique latine, avec des phrases très claires. L'Amérique latine, enfin l'hémisphère occidental, comme on dit aux États-Unis, bon, dans la mesure où Trump a fait une OPA sur le mot Amérique, l'Amérique c'est les États-Unis, donc le reste c'est l'hémisphère occidental. L'hémisphère occidental, c'est notre étranger proche, c'est à nous. Donc ça veut dire, c'est pas aux intervenants étrangers, suivez mon regard, d'abord la Chine, mais les autres aussi. Hein. Bon, ensuite, le deuxième point, c'est qu'il n'appuie pas nécessairement des gouvernements parce qu'ils sont à droite, mais parce ils acceptent la tutelle des États-Unis. Le 7 mars dernier à Miami, il a réuni une douzaine de gouvernants pour créer ce qu'il appelait le bouclier des Amériques. Et le candidat récemment élu en Colombie, de la SPRIA, il a annoncé, dès que je serai en fonction, la Colombie va adhérer au bouclier des Amériques. On peut penser que Keiko Fujimori va le faire dans la mesure où elle ne va pas remettre en cause ce qui a été signé par son prédécesseur, c'est-à-dire la construction d'une base militaire
au nord de Lima, à quelques kilomètres d'un grand port pour décharger et charger des conteneurs construits par les Chinois dans la ville de Chancay. Alors justement, ce sommet dont vous parlez, celui des boucliers des Amériques, c'est aussi une façon pour Donald Trump de répondre à cette influence grandissante de la Chine en Amérique du Sud, parce que Dalila Gomri, si les États-Unis restent la première puissance politique sur le continent, Pékin prend de plus en plus de place sur le plan économique. Oui, et la Chine a clairement tracé ses nouvelles routes de la soie en profitant justement du vide laissé par les Américains ces derniers temps. 518 milliards de dollars d'échanges avec l'Amérique latine, rien qu'en 2024. C'est le principal partenaire commercial de nombreux pays comme le Brésil, la Bolivie, le Pérou, tous ces pays que l'on voit ici en rose. Certains aussi ont des accords de libre-échange avec Pékin. Ils apportent des semi-conducteurs, des produits de la tech, des voitures et exportent surtout leurs produits agricoles, leurs ressources naturelles et leurs hydrocarbures. En échange, Pékin investit des milliards pour exploiter ces ressources ou construit des infrastructures énergétiques, de transport et de logistique, comme avec le port de Chancay qu'on vient juste d'évoquer. Ce port construit à Lima pour 3,5 milliards de dollars afin de réduire les coûts de transport et se connecter à toute la région, notamment le Brésil où justement la Chine et le président Lula s'entendent plutôt bien en tant qu'anti-Trump. Ils sont d'ailleurs en train de construire un corridor ferroviaire pour relier la côte atlantique ici brésilienne à la côte pacifique via ce port de Chancay construit au Pérou. La Chine prête aussi beaucoup d'argent à l'Amérique latine. C'est par exemple le principal créancier du Venezuela en échange de pétrole. Mais la chute de Maduro laisse en suspens cette coopération, d'autant plus que Donald Trump n'a pas dit son dernier mot. Il veut absolument endiguer cette influence croissante de la Chine sur le continent. Et par exemple, il a fait pression sur le Panama ou encore la Colombie pour qu'il se retire des nouvelles routes de la soie. Merci beaucoup Dalila. Jean-Jacques Korlianski, est-ce qu'il est encore temps pour les États-Unis de limiter cette influence de la Chine qui est devenue le deuxième partenaire économique de l'Amérique du Sud ? Trump pense que oui, en utilisant des moyens militaires. Ou en utilisant des très fortes pressions diplomatiques. On l'a vu à Panama, ça a été la première manifestation de la nouvelle politique de Trump à l'égard de l'Amérique latine. Il a dit aux Panaméens, il est anormal que les deux principaux lieux de transfert des conteneurs sur l'Atlantique et sur le Pacifique soient contrôlés par une entreprise de Hong Kong, Hutchison Whampoa. Ça ne va pas du tout. Et si ça continue comme ça, nous reprenons Panama. Nous avons construit Panama, on vous l'a laissé, on le reprend. Il y est revenu il y a quelques jours. Dans un discours, il a dit « ça a été une erreur de mes prédécesseurs de rendre le canal aux Panaméens ». Et qu'ont fait les Panaméens ? Il y avait eu un appel d'offres en 1998 gagné par cette société Hutchison Whampoa. Cette année, le gouvernement panaméen, tout d'un coup, la Cour suprême s'est rendu compte que l'appel d'offres, il y avait un vice de forme. Donc on a annulé l'appel d'offres de 1998. D'accord. Si l'appel d'offres était annulé, Whampoa devait partir. Et donc c'est une entreprise des États-Unis qui probablement va reprendre ces deux grands ports à Panama. Bon, mais c'est la même chose un peu partout. Hein. C'est-à-dire que ce que je vous disais sur le Pérou, effectivement, les Chinois ont construit une grande infrastructure portuaire commerciale. Les États-Unis ont signé un traité pour construire à côté une grande base aéronavale. D'accord. Mais il y a quand même des îlots de résistance en Amérique du Sud, et notamment au Brésil. La présidentielle sera organisée le 4 octobre prochain. Faut-il anticiper un retour d'un Bolsonaro à la tête du pays ? Gustavo Ribeiro est notre correspondant à Rio. Le Brésil vote en octobre et le pays s'y prépare au moment où toute l'Amérique latine bascule à droite. D'un côté, le président sortant, Luiz Inácio Lula da Silva, qui brigue un 4e mandat non consécutif. En face, un nom qui pèse, Bolsonaro. Le sénateur Flávio Bolsonaro, fils aîné de l'ancien président d'extrême droite Jair Bolsonaro, qui gouvernait le Brésil de 2019 à 2022 avant d'être battu par Lula aux urnes. Le père, lui, a été condamné l'an dernier à 27 ans de prison par la Cour suprême. La justice l'accuse d'avoir tenté un coup d'État après sa défaite. Aujourd'hui, il purge sa peine en résidence surveillée. Le fils est moins connu, moins charismatique, mais il porte le nom.
Et cela suffit. Dans les sondages, il n'accuse que 6 points de retard sur Lula. Les scrutins s'annoncent donc très serrés. Et au fond, la question n'est plus de savoir qui séduit, mais qui fait le plus peur. Aujourd'hui, une courte majorité de Brésiliens redoutent davantage le retour de Bolsonaro qu'un Lula de plus. Mais rien n'est joué. L'électorat doute des institutions, des partis, des politiques, et tout peut encore basculer. Jacques Kurroyantsi, le point noir du bilan de Lula, c'est la sécurité. Ça pourrait faire basculer cette présidentielle ? Alors, on a constaté, Trump intervient dans un certain nombre de campagnes électorales qu'il juge importantes. Il l'a fait jusqu'ici avec succès en Argentine, au Honduras, en Colombie. Il est en train de le faire au Brésil. Il a inscrit dans sa liste des organisations antiterroristes qui autorisent une intervention policière ou militaire des États-Unis, 2 groupes délinquants qui effectivement ont des activités délinquantes au Brésil, mais qui ne peuvent pas nécessairement être considérés comme des organisations terroristes. Le commando Vermeil et le premier commando de la capitale, donc 2 groupes délinquants, l'un à Rio, l'autre à Sao Paulo, à la demande du candidat et de la famille Bolsonaro. Il y a l'un des fils, Eduardo, qui est en permanence et fait du lobbying auprès du président des États-Unis. Sa dernière demande auprès du président Trump, qu'il a rendue publique: n'augmentez pas les droits de douane sur les produits exportés par le Brésil aux États-Unis jusqu'à la campagne électorale, parce que ça joue en faveur de Lula. Et il est possible que le président Trump fasse un geste pour faire élire son protégé, donc qui est effectivement le fils du président, de l'ex-président Bolsonaro. Et donc il y a de toute évidence un intérêt des États-Unis à jouer dans la campagne électorale pour empêcher Lula d'être réélu. On suivra ça de très très près. Merci beaucoup Jean-Jacques Kurroyantsi. Je rappelle que vous êtes chercheur à la Fondation Jean Jaurès, directeur de l'Observatoire de l'Amérique latine et des Caraïbes, et le titre de ce rapport que vous avez coordonné, Extrême droite en Amérique latine, laboratoire d'idées et réseau derrière l'offensive. Le monde dans tous ses états, c'est fini. Restez avec nous, l'information continue sur France 24.